Bonjour, je voudrais d'abord remercier les organisatrices de m'avoir invité à participer à cette rencontre qu'elles ont eu l'obstination d'organiser malgré tout. Mon exposé balayera plusieurs sessions qui étaient au programme, à savoir les savants en réseau, où on verra un peu toute l'érudition encyclopédique qu'ils ont mis en œuvre. On verra aussi quelques méthodes qu'ils ont développées. On passera sur quelques cas, mais mon exposé sera surtout chronologique et montrera un peu cette évolution. Euh, je dirais que cette mise en perspective historique permet de comprendre dans quel contexte politique cette archéologie s'est mise en place. Elle permet aussi de mieux situer ce qu'on appelle l'archéologie du bâti et son évolution de ces 30 dernières années. Je crois que c'est un regard qui est important à mener. J'espère que je ne serai pas trop ennuyeux et merci. La plupart des archéologues actifs en Belgique après 1950 se considèrent avant tout comme des fouilleurs excavateurs. Et il est d'ailleurs significatif que le service officiel d'archéologie s'intitulèrent Des fouilles jusqu'en 1995. Mais il n'en allait pas ainsi auparavant, parce que dès que le regard s'élevait au-dessus du sol, on changeait de discipline. L'affaire devenait celle des architectes. Si on garde à l'esprit que l'indépendance de la Belgique fut concédée en 1830 sous condition de neutralité pour garantir un état tampon entre les grandes puissances du traité de Vienne, on comprendra mieux la prudence ou la frilosité qui présida à l'étude du passé, la difficulté de forger une identité nationale qui ne pouvait pencher plus en faveur d'un voisin que d'un autre. En matière d'architecture, sous l'influence anglaise, l'État belge, à travers ses bâtisseurs, porta son attention sur les monuments gothiques. Ce fut le style à revivifier, celui qui s'afficherait sur toutes les façades des bâtiments publics, des hôtels de ville aux prisons en passant par les gares. Cet engouement nécessita de se pencher sur les modèles d'inspiration et de les étudier de près, de les restaurer en les rendant si possible plus brillants qu'ils n'avaient jamais été, de leur donner aussi une nouvelle fonctionnalité. Le premier à prendre ce travail fut Antoine Guillaume Bernard Scays. C'était en fait un érudit qui avait fait des études de philosophie, d'abord philosophie à Louvain, puis de droit, puis passionné d'histoire médiévale, avait été nommé archiviste du roi à ce moment-là des Pays-Bas, donc à La Haye avant l'indépendance, puis était revenu en Belgique et avait entrepris différentes études sur le passé et a livré en 1849 une histoire de l'architecture en Belgique en 4 volumes. Et c'est vraiment le travail de base avec un relevé des monuments. Voilà le genre de relevé donc ici de l'église de Soignes, d'écrire un travail en fait qui est bien illustré sous influence, là on reconnaît tout de suite l'influence de Viollet-le-Duc, et de s'attacher aussi aux arts décoratifs et aux techniques des ouvrages, comme ici, voilà quelques planches. Ce travail stimula aussi la création en 1863 de la Gilde de Saint Thomas et Saint-Luc, qui est en fait né à Gand et qui réunissait donc une élite d'architectes et d'artistes. Il s'agissait de réunir ces différents érudits obligatoirement de religion catholique qui s'attacheraient à l'étude de l'archéologie chrétienne et propageraient, je cite, les vrais principes de l'art chrétien. L'influence de l'Agile fut considérable à travers le nombre de restaurations menées par ses membres architectes, dont les professeurs des écoles d'architecture du réseau catholique. À première vue, les relevés minutieux nous font croire qu'ils permettent de suivre la démarche du restaurateur dans sa reconstitution, mais il s'agit en réalité le plus souvent que d'un état restitué de projets de restauration. Alors, en quoi consistait en fait leur travail? C'était surtout une étude d'observation. Ils se réunissaient lors d'excursions de 3-4 jours et discutaient entre eux des monuments et des options
de restauration. Mais quand on lit leurs objectifs, il s'agit surtout d'adapter les églises euh, à la liturgie, dans un mouvement de propagation de la foi, et par exemple, il y a des détails intéressants pour savoir comment éclairer les églises tout en accentuant un décor gothique, des choses comme ça au niveau des autels. Alors, cette gilde réunit en fait deux formations professionnelles assez distinctes qui s'intitulent tous archéologues. À partir du moment ils sont archéologues, à partir du moment où ils, ils sont amenés à intervenir sur un bâtiment, un monument ancien. Mais il y a deux origines, deux formations distinctes, celle d'artiste. Et d'ailleurs, le fondateur, enfin le président de cette gilde, le baron de Béthune, est avant tout un artiste. Il est peintre et il va s'intéresser surtout aux aspects décoratifs dans la restauration, vers évidemment une idéalisation. Et de l'autre, des architectes qui sont plus ingénieurs et où là, le travail est une question de stabilité et aussi d'introduire des innovations, donc vers finalement des innovations d'hybridation. Il faut savoir aussi rappeler aussi que en 1835, l'État belge instaure une commission des monuments et des sites euh, qui est en charge en fait de veiller à la protection des monuments, mais plus précisément des édifices du culte. Cette commission dépend d'ailleurs du ministère de la Justice qui gère le culte, et de s'intéresser à toutes ces églises qu'il faut restaurer, qu'il faut adapter au culte et donc financer. Donc on a d'un côté évidemment dans ce milieu le milieu politique, le milieu conservateur, catholique, face à un parti libéral incarnant le progrès. Donc situer un peu les enjeux de ce compromis délicat. La, la Gilde, donc, qui se concentre essentiellement sur l'art chrétien et plus particulièrement l'art gothique, va amener aussi alors susciter en fait l'enseignement à l'université, et le chanoine Edmond Reusens sera le premier titulaire de la chaire d'archéologie chrétienne créée à Louvain en 1864. Son cours donne lieu d'ailleurs à un ouvrage qui s'appelle Les éléments d'archéologie chrétienne, donc en 2 volumes, paru en 1871-1875, enfin qui a connu énormément de rééditions. C'est un manuel analytique influencé là aussi nettement par Viollet-le-Duc. Il y donne évidemment sa définition de l'archéologie. L'archéologie, c'est dès qu'on touche au passé, à l'image de tout ce qui touche l'Antiquité, et donc le monument devient un objet qu'on doit décrire, qu'on doit analyser. Et au niveau des méthodes, alors d'analyse, d'étude des monuments, bah, les choses évidemment sont assez, assez différentes de l'approche l'approche archéologique au sens où nous l'entendons évidemment, mais un bel exemple c'est donné d'ailleurs, qui est un modèle d'ailleurs du genre, c'est Charles Pillot qui lui aussi, donc lui est docteur en droit de formation, qui sera archiviste général du royaume et archéologue aussi, hein, expose en 1849 sa méthode pour l'étude des monuments par l'observation des monnaies et des sceaux. Et donc ici le cas de Nivelles, parce que évidemment le grand principe de ces principes de l'agile de Saint-Luc, hein, c'est évidemment que à partir du moment où on se concentre sur l'art gothique, tout ce qui vient après finalement nuit à la mise en valeur, mais nuit aussi évidemment au culte, à cette liturgie revivifiée, ultramontaine. Et il faut évidemment enlever les éléments décoratifs de la Renaissance, surtout évidemment de l'art baroque. Et donc par exemple ici, à l'occasion de la destruction du clocher de Nivelles en 1800, dans les années 1839,
euh, se pose la question de savoir comment restaurer le clocher, comment revoir le portail. Et ici, il propose évidemment une solution qui est pour lui assez simple. Il s'agit simplement de reconstituer l'avant-corps, le chœur, ce qui est défini comme un chœur occidental, euh, par la reproduction sur la châsse de Sainte-Gertrude et un sceau de la ville de Nivelles. On l'aura compris qu'avec toute cette idéologie, tout ce qui était antérieur au style gothique était à magnifier, et donc tout ce qui précédait n'était pas digne d'intérêt. Hein. Et, et donc, évidemment, ça a aussi d'autres monuments, mais particulièrement les châteaux, parce qu'on s'y est intéressé de manière tout à fait tardive. Il y a bien eu quelques initiatives dès 1850, mais voilà un exemple ici de Montaigue où on a fait quand même l'archéologue qui a étudié le château se contente, bon, a fait un plan, mais dont le but est surtout de décrire les différentes pièces par rapport d'identifier les pièces par rapport aux pièces de comptabilité. Ce qui va être déterminant dans cette forme d'approche du monument, à partir de 1860, c'est évidemment la photographie. Hein, c'est évidemment l'instrument qui est appelé à un bel avenir. Et ici, le cas à Namur, d'Armand Dandois, donc, qui est un photographe qui va être actif à partir de 1860 et qui va proposer à l'État belge d'entreprendre un inventaire photographique. Et il va donc ici donc la province de Namur monumentale et pittoresque, un album de 100 planches reproduites donc sur des tirages photographiques qui coûtent évidemment cher, mais qui vont être diffusés à quelques dizaines d'exemplaires en fait. Mais c'est un travail qui n'aura pas en tant que tel d'inventaire qui n'aura pas d'avenir, mais qui va surtout servir à toutes les reproductions gravées et qui permettront, enfin, intégreront l'étude des monuments. Voilà un peu genre d'exemple ici au départ aussi de photographies, mais qui sont ici reproduites en dessin ou en différents procédés de photographure, comme ici, voilà, un château est étudié, on donne deux vues, une vue extérieure et intérieure, donc voilà, l'étude est faite. Autre exemple significatif d'un château vraiment emblématique pour la Belgique, pour l'identité nationale, c'est le château de Bouillon, évidemment identifié à Godefroy de Bouillon. Et là, il faut attendre en fait 1890 pour que la Commission royale des monuments y effectue une visite pour juger des travaux d'entretien à y mener. Et là, elle décide, il faut absolument entreprendre un plan des vestiges. En fait, le château avait servi de caserne jusqu'à la période hollandaise, encore quelques années après, mais le roi Léopold Ier décide d'abandonner, de supprimer cette caserne militaire, et le château va rester abandonné dès les années 1840-45. Alors, on missionne un architecte ici, voilà, qui va, voilà un peu le genre de travail, d'études archéologiques que l'on mène. En fait, ça consiste simplement, on écrase toutes les périodes, parce que ici, ce qu'il reproduit, voilà, en dessous la vue photographique actuelle, ce sont les phases quelques murs médiévaux, mais l'essentiel est plutôt du XVIe siècle et XVIIe siècle, et le tout est complété par des toitures et qui donne évidemment le château médiéval. Bon, on pourrait peut-être dire ici, voilà, qui pourrait remonter même peut-être à Godefroy de Bouillon. Enfin, voilà le genre d'approche.
Il ne se passe pas grand-chose, évidemment, avant la Première Guerre mondiale, en tout cas pas d'éléments innovants, mais on a vu que l'initiative d'inventaire photographique systématique du patrimoine n'a pas été poursuivie. Par contre, elle va être lancée de manière décisive lors de l'occupation allemande. Et là, sous la houlette d'un historien de l'art, Paul Klemen, qui était actif en Rhénanie, et qui profite de l'occupation allemande pour monter une mission photographique soutenue par l'empereur dans les années 1916-1917 surtout, et comme ici à Orval, l'abbaye cistercienne d'Orval, qui est la première fondation cistercienne en Belgique. Et pourquoi ce sujet? C'est à nouveau toujours la question du gothique, puisque sa thèse est celle de montrer que le gothique s'installe, se diffuse en Belgique au départ de la Rhénanie et non pas sous influence bourguignonne, française. Alors, cette mission photographique militaire, encadrée par les militaires allemandes, va produire à peu plus de 10 000 clichés photographiques, donc sur plaques de verre, que la Belgique va considérer comme un butin de guerre et va réclamer à l'Allemagne après 1918, après le traité de Versailles, mais elle devra finir par les racheter. Et ces clichés viennent d'être totalement digitalisés, sont accessibles maintenant en ligne à l'Institut royal du patrimoine artistique. Le contexte de l'entre-deux-guerres voit émerger des études plus régionalistes, alors qui changent un peu de registre et qui vont s'intéresser à l'habitat traditionnel, avec plusieurs travaux qui adhèrent à des études alors à mi-chemin entre le folklore et là aussi sous influence évidemment du nazisme, mais je ne vais pas développer cette idée-là, je vais rester dans le monumental. Le traumatisme de la guerre, des bombardements de 1940, évidemment, là aussi marque une étape importante, parce que dès 1940 est mis sur pied un fonds de la reconstruction qui s'intitule Commissariat général à la restauration du pays, qui est financé par l'Allemagne, qui évidemment est actif dès 1940, donc qui avait été bien préparé par les Allemands avant l'invasion de la Belgique, et qui est confié à Stan Leurs, à nouveau, lui, professeur d'architecture à l'université de Gand, spécialiste de l'architecture gothique, et évidemment aussi largement collaborationniste. Hein. Il aura des ennuis après la guerre puisqu'il sera destitué de l'université de Gand. Et mais il y a d'autres archéologues qu'on retrouve, enfin, notamment le chanoine Lemaire. Et ici, ils vont publier des travaux essentiellement sur des bâtiments démolis, dont évidemment la collégiale de Nivelles, mais aussi plusieurs églises détruites à Tournai. Et là, à Tournai, à qui confie-t-on les travaux archéologiques on voit ce centre de recherche archéologique. C'est à Paul Roland, qui est lui archiviste de formation. Bon, voilà. Alors, les travaux de relevé d'architectes avaient déjà été entamés avant les bombardements, comme ici quelques relevés de Nivelles qui sont continués après la destruction. C'est un fait marquant, évidemment, c'est un traumatisme, mais c'est un fait marquant qui fait glisser en fait le centre d'intérêt de l'architecture gothique vers l'architecture romane, hein, qui va servir vraiment de nouveau cadre à
toute la pratique religieuse, hein, et donc va servir aussi de support vraiment à Vatican II. Mais on le voit, c'est un tournant marquant. Voilà le cas ici de, en fait, le bombardement de mai 1940 enlève tout ce qui dérangeait tellement les architectes restaurateurs, c'est-à-dire tout le décor baroque, et on arrive à pouvoir recréer enfin une unité de style. Et ici, dans ce cas-ci, ce n'est plus l'unité de style gothique, mais bien l'unité romane qui va pouvoir s'exprimer. Alors, les fouilles sont entreprises en 1941, mais il faut le comprendre de recherche archéologique, donc dans le sens de études globales, et des fouilles, donc une archéologie sédimentaire, mais en fait pas vraiment sédimentaire. On fouille pour retrouver l'état des fondations, pour retrouver des questions qui se posent au niveau de stabilité du monument, mais absolument pas des traces antérieures. Néanmoins, intervient dans ce cadre-là une figure marquante de l'archéologie en Belgique, c'est Jacques Breuer, qui est en fait un, un, un archéologue, lui, de terrain, formé d'abord à l'archéologie romaine et qui a eu sa formation en fait aux Pays-Bas avant même d'entreprendre des études d'archéologie en Belgique, puisqu'il avait voulu rejoindre en 1914, après l'invasion de Liège, il avait voulu rejoindre l'armée belge, euh, euh, mais en passant par les Pays-Bas, et s'était retrouvé plus ou moins prisonnier, empêché de rejoindre l'armée belge, hein, en raison de la neutralité des Pays-Bas. Et là, il avait pu s'initier à l'archéologie auprès du professeur Oerda. Après ses études, revenu donc après 1918, il avait poursuivi ses études et là avait rejoint à la fin des années 20 les musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles, qui abritaient le service des fouilles de l'État. Et lui est un véritable fouilleur, on pourrait dire, d'archéologie sédimentaire, puisqu'il va aussi approfondir ses connaissances en Allemagne, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, mais qui va garder des contacts avec tous ses collègues archéologues allemands, archéologie qui, elle, évidemment, va disposer de larges moyens et d'innovation et de progrès, évidemment, de méthode. Et il arrive quand même à s'infiltrer dans ces projets de restauration, mais dans le cadre de la reconstruction, comme ici à Nivelles, où il entreprend quand même des tranchées, mais avec beaucoup de difficultés, parce qu'il n'est vraiment pas accepté par cette commission, ce commissariat général de la restauration, qui s'intitule archéologue, mais pas tout à fait dans le même sens de Breuer. Voici sans doute un des premiers relevés sédimentaires dans le contexte des églises qu'on doit à Jacques Breuer, donc lors de ces tranchées où on observe il observe des couches archéologiques. Et alors, Jacques Breuer va aussi avoir l'occasion de rencontrer dans cette période de guerre, donc un jeune architecte passionné enfin intéressé par la restauration de monuments, qui va faire aussi des études d'archéologie et d'histoire de l'art, et qui va lui-même finir enseignant à l'université de Louvain, c'est Simon Brigotte. Il va l'initier à l'archéologie pour entreprendre des recherches dans l'église de l'Aube, qui est une fondation du 7e siècle, mais surtout connue par une grande église dite carolingienne. Il va faire des fouilles, mais finalement, on ne sait pas très bien. Lui prétend qu'il ne retrouve pas de phase antérieure, donc on produit à nouveau un plan d'église monophasé. Et voilà le genre de relevé qu'il publie après la guerre. Mais lui aussi, donc en 1944, donc on voit ce poids avait publié une étude, une synthèse sur les églises gothiques en Belgique, donc on voit bien la source d'influence. Voici un tableau récapitulatif de ces architectes, archéologues de l'architecture religieuse, figure marquante donc pour cette période jusqu'en 1950.
Et je terminerai par une citation de Jacques Breuer. Donc Jacques Breuer qui fut cette figure importante de l'archéologie en Belgique, qui a formé plusieurs jeunes chercheurs et non des moindres, puisqu'il faut citer évidemment la figure marquante de l'archéologie d'après 1950, c'est Joseph Mertens. Jacques Breuer avait été lui-même enseignant à l'université de Liège, mais ce n'est pas là qu'il a formé Joseph Mertens, c'est bien lors de son entrée, lorsqu'il l'a recruté au service des fouilles, celui qui allait devenir le service national des fouilles. Euh, voilà, je cite. Et cependant, Dieu sait si pendant longtemps l'archéologie nationale a été traitée en parente pauvre. Les fouilles coûtent cher, on n'a pas toujours fait le nécessaire pour explorer le sol ou simplement pour sauver les objets découverts par hasard pour en assurer la conservation, l'étude et la publication. La Belgique, riche en musées, manque d'archéologues équipés pour en faire connaître les richesses et pour explorer scientifiquement le pays. Et je termine là-dessus. Une citation qui situe l'état d'esprit, mais finalement qui peut-être garde malheureusement son actualité. Merci.